Vladimir Poutine avait élaboré un plan de guerre ambitieux pour l'année 2026, provoquer l'effondrement du Donbass. S'emparer de territoires situés sur la rive gauche du fleuve Dnipro et exploiter une dynamique offensive qu'il pensait irrésistible, conduisant à la désagrégation progressive des forces ukrainiennes sous la pression russe. Pourtant, ces projections stratégiques se sont déjà fissurées. Le rapport de force évolue, et l'Ukraine semble désormais reprendre l'initiative, inversant un scénario que Moscou croyait écrit d'avance. La Russie envisageait 2026 comme l'année décisive de la victoire. Mais, dans une ironie stratégique saisissante, ce sont aujourd'hui les capacités de résilience ukrainiennes qui redéfinissent l'issue du conflit. Tandis que Moscou mobilise une force estimée à près de 700 000 soldats déployés en Ukraine, avec pour objectif d'avancer simultanément sur plusieurs axes. Cette masse humaine se heurte à des limites structurelles croissantes, notamment en termes de renouvellement des effectifs et de soutenabilité logistique. Le fleuve Dnipro constitue un objectif central de cette stratégie. Poutine ambitionne de rapprocher ses troupes de la rive gauche, voire d'atteindre les conditions nécessaires à un franchissement. Parallèlement, la région de Donetsk demeure au cœur des priorités opérationnelles. La ceinture défensive fortifiée, souvent qualifiée de « Fortress Belt », ainsi que les villes stratégiques de Sloviansk et Kramatorsk représentent des cibles majeures. Leur prise rapprocherait la Russie du contrôle total de Donetsk et, par extension, de l'ensemble du Donbass, région clé dans toutes les négociations de paix jusqu'à présent. Au-delà de ces objectifs, les ambitions russes s'étendent à la consolidation du littoral de la mer Noire. Une telle manœuvre renforcerait les positions russes dans le sud, faciliterait la pression sur le Donbass et contribuerait à desserrer l'étau ukrainien autour de la Crimée et de la flotte de la mer Noire, actuellement contrainte de se replier vers Novorossiysk. Toutefois, cette relocalisation n'a pas apporté la sécurité escomptée. L'Ukraine développe des drones de plus en plus performants, capables de frapper en profondeur. L'attaque du 2 mars, qui a endommagé plusieurs navires à Novorossiysk, en constitue une illustration frappante. Dans le même temps, Moscou poursuit son objectif de contrôle total de la région de Louhansk, autre pilier du Donbass. Cependant, la situation y révèle un décalage récurrent entre communication officielle et réalité du terrain. Le ministère russe de la Défense a proclamé à plusieurs reprises la prise complète de la région, une affirmation répétée pour la troisième fois selon l'Institute for the Study of War. Bien que la Russie contrôle environ 99,84% du territoire, certaines localités, notamment Nadia et Novoïorivka, demeurent hors de son emprise. Il est probable que Moscou cherche à s'en emparer afin de valider définitivement cette revendication. Par ailleurs, la stratégie russe inclut la création de zones tampons s'étendant de Tchernihiv à Soumy jusqu'à l'oblast de Kharkiv, afin de sécuriser ses frontières contre d'éventuelles incursions ukrainiennes. Des avancées dans les directions de Zaporijia et de Ouliaïpol sont également envisagées, avec pour objectif de constituer une seconde ligne de défense au sud et de limiter la capacité ukrainienne à contre-attaquer vers Donetsk. Ces ambitions, d'une ampleur considérable, exigent des ressources humaines et matérielles colossales. Elles témoignent d'une continuité dans la posture offensive de Poutine depuis le début de ce qu'il qualifie d'opération militaire spéciale. Pourtant, une réalité plus nuancée s'impose. L'offensive initiale contre Kiev a échoué. Et les plans actuels semblent, eux aussi, vaciller avant même leur pleine mise en œuvre. Derrière l'image d'une puissance conquérante, se dessine un basculement du momentum stratégique. Ce renversement s'explique en grande partie par l'existence d'une contre-stratégie ukrainienne cohérente et méthodique. Ce qui devait être, pour Moscou, une année de victoire décisive pourrait se transformer en une période de revers majeur. L'Ukraine, loin de se contenter d'une posture défensive, met en œuvre une approche structurée visant à contenir, affaiblir, reconstruire et finalement contre-attaquer. Cette stratégie, résumée en 4 verbes, épuiser, tenir, construire et frapper, a été exposée par le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski. La première étape consiste à défendre chaque portion du territoire menacé, car toute perte territoriale renforce mécaniquement la position russe. En parallèle, cette résistance prolongée vise à épuiser les forces adverses, en les contraignant à engager continuellement hommes et matériel dans des offensives coûteuses. La logique est implacable, plus les lignes ukrainiennes tiennent, plus l'armée russe subit d'attrition. Les frappes à longue portée viennent accentuer cette pression en désorganisant l'appareil militaire russe en profondeur. Cependant, ce sont les 3e et 4e volets de cette stratégie, la reconstruction des capacités et la préparation de contre-offensives ciblées, qui pourraient redéfinir durablement l'équilibre du conflit et ouvrir la voie à une reconquête progressive des territoires occupés. Le pays prévoit de constituer des réserves solides tout en maintenant ses positions sur le terrain. Toutefois, comme on le comprendra rapidement, ces réserves ne se limitent pas à l'augmentation du nombre de soldats. Elles s'inscrivent dans une stratégie globale, où la capacité de frappe joue un rôle déterminant. À cet égard, le général Syrski affirme que l'Ukraine frappera là où la Russie est la plus vulnérable.
quel que soit l'endroit sur la ligne de front. Autrement dit, l'Ukraine entend libérer le maximum de territoire possible. Et ce pour deux raisons essentielles. Premièrement, chaque avancée territoriale renforce la dynamique stratégique en faveur de Kiev. Comme l'a lui-même souligné Syrskyi, à présent, l'ennemi joue selon nos règles. Il est contraint de s'adapter et de concentrer ses efforts là où nous progressons. Cette affirmation éclaire la seconde raison, chaque territoire repris constitue non seulement un gain défensif, mais également un levier stratégique, perturbant les plans de guerre de Moscou et forçant la Russie à redéployer ses forces vers des zones inattendues. Ce processus fragilise l'offensive russe, censée concrétiser les ambitions globales définies par Vladimir Poutine. Nous sommes ainsi face à deux approches profondément divergentes. D'un côté, la stratégie russe apparaît marquée par une rhétorique ambitieuse, mais dont la mise en œuvre a souvent été compromise dès ses premières tentatives. De l'autre, le plan ukrainien est déjà en cours d'exécution, avec des effets tangibles observables sur le champ de bataille. L'un des aspects les plus marquants de cette stratégie en 4 volets réside dans la volonté de frapper les points faibles de l'adversaire. Depuis la fin du mois de janvier, l'Ukraine a concrétisé cette approche, notamment après que SpaceX a mis fin à l'accès illicite de la Russie au réseau Starlink. Cette décision a provoqué de graves perturbations dans les communications militaires russes, ouvrant des brèches significatives, en particulier dans le sud de l'Ukraine, où les forces russes ne maintenaient qu'un contrôle fragile sur certains territoires conquis fin 2025. Kiev a exploité ces failles avec rapidité et efficacité, enregistrant des avancées notables. Selon Ukrinform, Syrskyi a déclaré le 31 mars que plus de 480 km² avaient été libérés dans la direction d'Oleksandrivka depuis le début de la campagne de frappe en 2026. Ce chiffre s'ajoute aux 430 km² repris lors de la contre-offensive de Dobropilia, ainsi qu'à la reconquête de Kupiansk, désormais entièrement hors du contrôle russe. Ces opérations contraignent déjà Moscou à redéployer ses troupes depuis les axes de Pokrovsk et d'Ochstein, produisant précisément l'effet recherché, multiplier les points de faiblesse le long du front. Par ailleurs, la reconquête de vastes territoires dans le secteur d'Oleksandrivka compromet la création d'une zone tampon au sud, initialement envisagée par la Russie. En effet, il est impossible d'établir une zone tampon sur un territoire désormais perdu. À mesure que l'Ukraine poursuit son avancée dans cette direction, ce qui semble probable dans les mois à venir, cette zone pourrait se transformer en un corridor stratégique permettant de projeter des forces vers Donetsk. Ainsi, le volet offensif du plan ukrainien est déjà pleinement engagé. Chaque territoire repris devient non seulement une position à défendre, mais aussi un instrument pour épuiser les capacités militaires russes. Et sur le plan défensif, l'Ukraine démontre également une efficacité notable. Depuis le lancement de l'offensive de printemps russe en mars, Kiev a réussi à contenir, voire à neutraliser, une série d'attaques coordonnées sur 13 axes distincts. Selon Euromaidan Press, des exemples concrets illustrent cette résilience, notamment l'action du bataillon Ronini, rattaché à la 65e brigade mécanisée indépendante. Le 28 mars, ce jour-là, une tentative d'assaut blindé russe près de Robotyne, dans la région de Zaporijia, s'est soldée par un échec total. Les opérateurs de drones ukrainiens ont détruit l'ensemble des 10 véhicules engagés. Ce type de scénario se répète sur l'ensemble du front, malgré les efforts russes pour intensifier leurs offensives, en mobilisant davantage de troupes et de matériel. Les résultats demeurent limités. Une analyse publiée par Medusa le 1er avril souligne d'ailleurs une forme d'accalmie relative sur les lignes de front, en dépit de la hausse du nombre d'assauts. La contre-offensive ukrainienne, qui a permis la reconquête de vastes territoires, a ainsi stoppé net les avancées russes sur plusieurs axes clés, notamment Kharkiv, Zaporijia et Dnipropetrovsk. L'Ukraine conserve également le contrôle des abords de Kostiantynivka, en particulier les zones urbaines dominées par des immeubles de grande hauteur. Cette situation prépare le terrain à une bataille d'attrition particulièrement brutale, au cours de laquelle les forces russes pourraient subir des pertes considérables dans leur tentative de prise de la ville.